Curieuse onomatopée choisie pour ce poème paru dans le 2e numéro de Maintenant, en juillet 1913. Nous retrouvons bien là ce que l'excellente biographe d'Arthur Cravant, Maria Luisa Borras, appelait une stratégie du scandale. Choquer les partisans de la poésie post-symboliste par quelques odieuses introductions de la langue vulgaire dans le poème, mais aussi piquer l'ego des tenants de l'avant-garde en repoussant de plus en plus loin les limites de l'expression poétique. D'ailleurs, comment prononcer ce titre ? I, à la française, comme un charretier disait hu à sa bête pour avancer, ou bien hi à l'anglaise, une interjection au sens similaire qu'on traduirait par dépêche-toi. Rappelons que la culture littéraire de Cravant, neveu d'Oscar Wilde et petit-fils du chancelier de la Reine, est autant anglophone de par sa mère anglaise que francophone de par son beau-père suisse. C'est quoi qu'il en soit un sentiment de vitesse qui ressort de ce titre, dans le sillage du précédent sifflet, quoique cette fois certaines notes dissonantes rappelant le poème des paroles confèrent à cette pièce une envergure dont on ne présageait point à la lecture de son titre. Écoutons le poème. Hi. Quelle âme se disputera mon corps ? J'entends la musique. Serais-je entraînée ? J'aime tellement la danse et les folies physiques que je sens avec évidence que si j'avais été jeune fille, j'eusse mal tourné. Mais depuis que me voilà plongée dans la lecture de cet illustré, je jurerais n'avoir vu de ma vie d'aussi féerique photographie. L'océan paresseux berçant les cheminées, je vois dans le port, sur le pont des vapeurs, parmi des marchandises indéterminées, les matelots se mêler aux chauffeurs, des corps polis comme des machines, 1000 objets de la Chine, les modes et les inventions, puis, prêts à traverser la ville, dans la douceur des automobiles, les poètes et les boxeurs. Ce soir, quelle est ma méprise, qu'avec tant de tristesse tout me semble beau. L'argent qui est réel, la paix, les vastes entreprises, les autobus et les tombeaux, les chants, le sport, les maîtresses, jusqu'à la vie inimitable des hôtels. Je voudrais être à Vienne et à Calcutta, prendre tous les trains et tous les navires, forniquer toutes les femmes et bafferer tous les plats. Mondain, chimiste, putain, ivrogne, musicien, ouvrier, peintre, acrobate, acteur, vieillard, enfant, escroc, voyou, ange et noceur, millionnaire, bourgeois, cactus, girafe ou corbeau, lâche, héros, nègre, singe, don Juan, souteneur, lord, paysan, chasseur, industriel, faune et flore. Je suis toutes les choses, tous les hommes et tous les animaux. Que faire ? Essayons du grand air, peut-être y pourrais-je quitter ma funeste pluralité. Et tandis que la lune, par-delà les marronniers, attelle ses lévriers, et qu'ainsi qu'en un kaléidoscope, mes abstractions élaborent les variations des accords de mon corps, que mes doigts collés aux délices de mes clés absorbent de fraîches syncopes sous des motions immortelles, vibrent mes bretelles. Et, piéton idéal du palais royal, je m'enivre avec candeur même des mauvaises odeurs. Plein d'un mélange d'éléphants et d'anges, mon lecteur, je balade sous la lune ta future infortune, armé de tant d'algèbres que sans désir sensuel, j'entrevois, fumoir du baiser, con, pipe, eau, Afrique et repos funèbre, derrière les stores apaisés, le calme des bordels. Du baume, ô ma raison, tout Paris est atroce et je hais ma maison. Déjà les cafés sont noirs. Il ne reste, ô mes hystéries, que les claires écuries des urinoirs. Je ne puis plus rester dehors. Voici ton lit, sois bête et dors. Mais, dernier des locataires, qui se gratte tristement les pieds, et bien que tombant à moitié, si j'entendais sous la terre retentir les locomotives, que mes âmes pourtant redeviendraient attentives.
Je dirais que c'est le poème où justement l'inspiration de cet esprit écartelé entre mille inspirations, qui est une idée vraiment centrale chez Cravant, et elle est exprimée avec le plus de force, le plus de clarté, le plus d'inspiration. Commence avec « Quelle âme se disputera mon corps ?» et puis c'est là finalement qu'il va parler de sa funeste pluralité. Non seulement il annonce ce questionnement « Quelle âme se disputera mon corps ?» mais il émet une supposition sur ce qui finira par s'emparer de lui, et puis il est trompé par sa propre activité en fait. Il parle de la musique, il dit « J'entends la musique, serais-je entraîné ?» question, et ensuite mais depuis que me voilà plongé dans la lecture de cet illustré, je jurais n'avoir vu de ma vie d'aussi féerique photographie. Et puis là, on le voit qui est capté par quelque chose d'inattendu. Et c'est quelque chose qui, on a l'impression un petit peu de voir le Cravant inspiré et dans son chaos d'enthousiasme sur le vif, en fait. Et ce qui est intéressant, justement, c'est que tout cela, ça débouche sur une énumération qui est très longue et qui, justement, pas encore une action, quoi. Justement, ça suffirait s'il était vraiment Alvaro de Campos, s'il était vraiment quelqu'un qui se contente de s'enivrer et de s'emplir de toute cette pluralité et de la brasser à l'intérieur de son esprit, de son âme. Mais justement, en fait, à la fin de cette énumération, il cherche encore une action. C'est que faire? Essayons du grand air, peut-être pourrais-je quitter ma funeste pluralité. C'est-à-dire qu'on sent quand même que cette pluralité d'inspiration est un obstacle à sa propre volonté, son propre désir d'action, à son propre désir de s'incarner, à son propre désir de trouver quelque chose qui va faire advenir le destin ou les destins qu'il cherche. Moi, je dirais qu'elle le fait souffrir aussi, parce qu'en effet, quand on ressent vivement, pleinement beaucoup de choses, beaucoup d'âme, beaucoup de potentialité, etc., c'est quelque chose qui fait physiquement souffrir. Je pense aussi c'est quelque chose qu'on a tous ressenti, et on est comme pris de vertige, étouffé par justement l'infini des possibles, quelque chose en effet de paralysant, de vertigineux et qui de kaléidoscopique en fait, justement, comme il le dit dans d'autres textes. Et moi, et en effet, du coup, il faut à partir de ce vertige, il faut en effet trouver une issue dans lequel canaliser ce vertige du monde. Je ne trouve pas d'autres termes. J'ai l'impression justement que, comme il les veut toutes, il veut tous ces destins-là, aucune action n'est suffisamment grande et suffisamment puissante pour lui. Et il y a cette espèce de recherche mystique d'une action qui va tout synthétiser tous les destins en même temps. Oui, en fait, c'est là où je pense qu'il y a à la fois la splendeur et la misère de Cravant, c'est que en voulant être tout en toute chose, et on risque évidemment de n'arriver à s'incarner en rien. En fait, en voulant parvenir au tout, si on ne se canalise pas dans une forme, on se disloque, on explose. Et ça, c'est le grand dilemme du personnage du raté, en fait. C'est ça, mais surtout, et je pense que c'est quelque chose que Cravant a vraiment vécu en lui-même. En fait, cette contradiction entre la volonté de s'incarner en beaucoup de formes et en beaucoup de choses, mais une incapacité due à son caractère, due à sa vie erratique, volcanique. À cette obsession de l'infini des possibles, en fait. Bertrand Lacarelle. Chez lui, l'écriture poétique tend à maîtriser, si elle ne l'excite pas davantage, un syndrome unique. Ce syndrome de Cravant partage certains points dans son diagnostic avec un mal célèbre en littérature, le mal de Chandos, identifié par Hugo von Hofmannsthal. Dans sa présentation de la lettre de Lord Chandos, Jean-Claude Schneider écrit à propos de ce mal. Être le lieu géométrique de destins étrangers implique une multiplication douloureuse du moi et la menace de perdre toute cohérence. Le poète allemand, dont le talent extrêmement précoce fut rapidement célébré, exprime à travers le personnage de Lord Chandos son incapacité d'écrire, son aphasie soudaine due à une trop grande disponibilité à l'autre. Hofmannsthal dévoile avec Chandos la véritable peur qu'a eu le poète de se dissoudre dans l'absence de forme, de se perdre dans la multiplicité chaotique, infiniment morcelée de la vision du monde, et qui a fini par lui interdire de se livrer à l'expérience de la poésie.
Arthur Cravant, qui s'identifie à toute chose, minérale, animale ou végétale, finit aussi par se perdre en lui-même. L'enthousiasme et l'empathie le courbent de leur chimère. Le monde devient trop petit et la poésie trop étriquée pour le contenir, lui l'exilé, pour qu'il s'exprime, c'est-à-dire qu'il fasse sortir ses âmes précipitées encore. Le syndrome n'est pas une maladie, c'est un pouvoir, comme Antonin Artaud et Van Gogh possèdent un pouvoir. Si Cravant rejette la société et que la société le rejette en le faisant passer pour un excentrique, c'est que le syndrome lui permet de voir la réalité et de sentir le monde dans ses profondeurs. Car, dit Antonin Artaud, la réalité est terriblement supérieure à toute histoire, à toute fable, à toute divinité, à toute surréalité. Il suffit d'avoir le génie de l'interpréter. La société craint que la poésie ne renverse la réalité, autrement dit, qu'elle ne la remette dans le bon sens. La poésie est affaire de tous, non d'un seul. Oui, mais donc peut-être dû à son caractère et à sa vie errante et volcanique, la difficulté à se canaliser et s'incarner dans une seule chose. Et c'est là où je dis qu'il souffre un peu de cette disponibilité à la multiplicité, qui est quelque chose de réel, qui est quelque chose de riche. Chez Hermanès, dans Le Loup des Steppes, le protagoniste ressent, d'ailleurs qui est le narrateur, ressent lui aussi que son âme est multiple, mais lui il le découvre là où il pensait n'être qu'un simple loup solitaire, hargneux et méfiant des hommes. Il se découvre finalement une richesse qu'il ne soupçonnait pas. Tandis que Cravant, lui, ça lui est donné cette richesse, mais il n'arrive pas à la canaliser dans... Choisi en fait. Je dirais pas choisir. Pour moi, c'est à la fois un état de grand bonheur et aussi un état de souffrance que ce vertige et cette intuition de la multiplicité des choses et du monde. C'est quand il dit ce soir, quelle est ma méprise, qu'avec tant de tristesse, tout me semble beau. Et moi, ça m'évoque irrésistiblement Rimbaud dans Les Vers Nouveaux, quand il dit, dans des poèmes qu'il écrit à Bruxelles d'ailleurs, il me semble, c'est trop beau, gardons notre silence. Je pense qu'il y a ce même mouvement Rimbaud contemple la féerie de la ville avec sa machinerie interne, et il est pris de vertige et il se retrouve aphasique. Il n'y a juste qu'à dire c'est trop beau. Je ne peux pas l'exprimer, c'est ineffable. Ce que je ressens est ineffable. Et il y a dans ce vertige de la multiplicité chez Cravant aussi un ineffable, mais aussi une tristesse, je pense, à ne pas savoir accoucher des multiplicités que l'on porte en soi. Ce qui l'a peut-être conduit à sans cesse changer de lieu, changer de métier, changer d'état. Comme il le dit, je ne suis bien qu'en voyage. Justement, c'est ce que je pense que la grande peur de Cravant, c'est de devenir un des assis de Rimbaud. En fait. Oui. Justement, Arthur Rimbaud. Bruxelles, boulevard du Régent, plate-bande d'Amarante jusqu'à l'agréable palais de Jupiter. Je sais que c'est toi qui dans ces lieux, père, mêle ton bleu presque de Sahara. Puis, comme roses et sapins du soleil et lianes, ont ici leurs jeux enclos, cage de la petite veuve. Quelle troupe d'oiseaux, oh, ia, io, ia, io. Calme maison, ancienne passion, kiosque de la folle par affection. Après les fesses des rosiers, balcon ombreux et très bas de la Juliette. La Juliette, ça rappelle l'Henriette, charmante station du chemin de fer, au cœur d'un mont, comme au fond d'un verger, où 1000 diables bleus dansent dans l'air. Banc vert où chante au paradis d'orage, sur la guitare la blanche irlandaise, puis dans la salle à manger guyanaise, bavardage des enfants et des cages. Fenêtre du duc qui fait que je pense aux poissons des escargots et du buis qui dort ici-bas au soleil. Et puis, c'est trop beau, trop. Gardons notre silence. Boulevard sans mouvement ni commerce, muet, tout drame et toute comédie. Réunion des scènes infinies, je te connais et t'admire en silence.
On a quitté les affirmations, on a quitté les exaltations, on est vraiment dans un poème du questionnement, et du questionnement qui reste très souvent sans réponse, qui reste contradictoire. En même temps, il voudrait trouver une cohérence simple et logique, alors qu'il a trop de possibilités qui l'empêchent en fait de se poser réellement et que ça le fait souffrir. En même temps, il veut tout faire, il veut tout être. Il y a une énorme... un combat en tout cas interne qui se fait, et là on est dans la réflexion... interne, on sent que ça souffre, mais on découvre, je trouve, un autre Cravant, beaucoup moins affirmé que ce qu'on a déjà vu en tout cas. On l'avait évoqué tout à l'heure, je vais reciter ce que m'avait évoqué Artaud, c'est que la multiplicité broyée, ça rend des flammes. On a l'impression que, bon là, il s'est brûlé. Du coup, ça a rendu ses flammes, la multiplicité s'est broyée, et qu'il ne trouve pas de sens logique, au sens de la logique formelle, pour arriver à trouver peut-être une issue, en fait. Cette fuite, sans cesse cette fuite, ne l'amène nulle part, et en plus c'est pas quelque chose qui va arrêter, il va continuer jusqu'à la fin de voyager. Et moi je le sens quand même dans une certaine détresse qu'on ne le connaissait pas avant. Surtout par rapport à ce qu'on a lu avant, surtout quand on le connaît un peu personnellement. Là on est dans la question qui revient, on est dans l'affirmation, dans la contradiction qui revient, on a des belles palinodies plusieurs fois. Là où cette détresse est la plus forte justement, c'est dans ce passage qu'on n'a pas vraiment abordé, et qu'on n'a pas encore évoqué, qui est justement cette fin où il ne reste ô mes hystéries que les claires écuries des urinoirs. Je ne puis plus rester dehors, voici ton lit, sois bête et dors, mais dernier locataire qui se gratte tristement les pieds, et bien que tombant à moitié, si j'entendais sur la terre retentir les locomotives, que mes âmes pourtant reviendraient attentives. Et c'est... Oui, il est toujours intranquille. Il est dehors, il veut rentrer, il est rentré, il veut ressortir. C'est un ballottement perpétuel. Il est aussi vaincu par l'arrivée du soir. Il est vaincu par la fin de la journée qui en fait met fin à tous les possibles qu'il ne peut plus vraiment ressentir dans sa chair, quoi, parce que maintenant tout devient abstrait une fois que la nuit tombe, en fait, de cette manière. Oui, mais je pense que c'est un éternel intranquille. Il a cette intranquillité qui le fait regretter ce qu'il n'a pas au moment où il ne l'a pas. C'est un éternel insatisfait sur ce point-là. Un éternel insatisfait, c'est clair. Et c'est un sentiment très dangereux, parce qu'on le voit. C'est très dangereux, oui. Ça le fait souffrir. Ça le fait souffrir, et il ne parvient pas à trouver cette stabilité qui pourrait en même temps le convenir, et en même temps ne pas le convenir. Et ça, on retrouve quelque chose de très baudelairien aussi, de très symboliste. C'est que Baudelaire, quand il voulait aller chez sa mère pour vivre à Honfleur, il s'est dit en même temps, je vais être heureux, donc du coup, je pourrais plus écrire. Donc je serai pas bien. Je vais rester à Paris, mais je serai pas bien non plus, parce que Paris me déprime. Donc quand il va chez sa mère, il passe sa vie à regarder l'océan, en se disant « Ah, homme libre, tu chériras la mer ». Donc on retrouve quelque chose aussi, encore une fois, de très... cette éternelle insatisfaction qui fait qu'en même temps, c'est le moteur de l'écriture, et qui en sort un poème, justement, cette insatisfaction. C'est une sorte de... Mais c'est une insatisfaction qui est une sorte d'effervescence statique. Il ne sort pas de la chambre, là, dans le poème. Il reste dans sa chambre. C'est très contradictoire, effectivement. C'est que c'est insatisfait. Et c'est pour ça qu'il parvient à écrire le poème, justement. Oui, justement, c'est ça. C'est l'insatisfaction permet en fait d'être satisfait sur le plan créatif. Ce qui du coup apporte une dimension aporétique en fait à sa dimension d'écriture. C'est un petit peu c'est un peu le dilemme de celui qui sait pas quoi faire de sa journée de libre ou de sa journée de repos, et qui résultat à force de chercher la meilleure option, arrive au soir et doit se coucher parce que demain il faut travailler. En fait, c'est une sorte c'est un trop plein de possibilités qui mêlé d'angoisse l'empêche de faire quoi que ce soit, en fait. S'il veut faire quelque chose, il va se reprocher de pas se reposer, de pas avoir fait autre chose, justement. Et s'il se repose, il va être pour en choisir une chose, il faut dire non à toutes les autres. Ça c'est la négation absolue de la multiplicité. Je crois que c'est pour ça qu'aussi il se questionne lui-même, c'est qu'on touche à son essence même. On touche, alors moi j'irais dire, parce que je suis très versé là-dedans, jusqu'à sa génétique même. C'est un boxeur, donc il est au courant quand même de ça, c'est quand même bien musclé les bras, il aime bien le montrer. Il sait que le corps, que le cerveau, que tout a besoin de repos. D'ailleurs, il a beau regretter que la nuit tombe, il sait que il a besoin de la nuit pour que il a de dormir, etc., pour que les muscles se forment, pour se reposer. Et ce repos, en même temps, il le réfute. Bon, ça c'est propre à beaucoup d'écrivains. Mais on touche effectivement à sa mentalité propre, qui reste inchangée, qui n'arrive pas à changer. Et
Dieu seul sait s'il a jamais essayé. Mais là, il se bat contre... C'est vraiment un combat de boxe, on pourrait dire, mais contre lui-même. Là, c'est pas contre la vie, contre les possibilités de la vie, ou par rapport à un contexte socio-politico-culturel, tout ce qu'on veut, qui ferait qu'il y a plein de possibilités, parce que j'ai eu telle formation, je ferais ça. Là, il se bat vraiment avec lui-même. Joyce Carol Oates. La boxe est notre théâtre tragique. L'individu réduit à lui-même. Si la boxe est un sport, c'est le plus tragique de tous les sports, car, plus que toute autre activité, elle consume l'excellence même qu'elle déploie. Sa geste dramatique étant sa consommation elle-même. L'entretien systématique de la souffrance dans ce sport, au service d'un projet, d'un but essentiel, la transposition voulue de la douleur en son contraire. Passer de la douleur au triomphe, ou à l'apparence du triomphe, et l'espoir de l'écrivain comme du boxeur. C'est vraiment un combat face à ce qu'il est vraiment lui-même, en fait. C'est peut-être son poème le plus personnel sur ce point-là, où il se livre le plus. Je pense que c'est même tout l'enjeu du poème et son message, entre guillemets, s'il faut parler de manière très, très académique, voire presque scolaire, c'est que le message, c'est qu'il n'y a pas vraiment d'issue possible, en fait. Il est à la fois complice de lui-même et à la fois dénonciateur, en fait, de lui-même. D'une certaine manière, chez Cravant, il n'y a pas de salut, quoi. Non, et voilà, c'est ça, il n'y a pas de salut. Il n'y a pas de salut. Il n'y en a pas. Bah, il est déjà dans l'époque du nihilisme. Il est déjà, et c'est peut-être un truc qui le fait peur, qui lui fait peur sur ce point-là, en tout cas. Qui l'effraie, ce serait de devenir un nihiliste au sens nietzschéen du terme. C'était déjà une sorte de nihiliste, c'est déjà une sorte de nihiliste actif. Par sa vitalité, il y a quelque chose d'un contre-nihilisme en lui, mais le fait de ne pas pouvoir se fixer finalement de nouvelles normes, un nouveau but, de nouvelles normes, une nouvelle manière de canaliser ses forces, va lui être fatale, et va être fatale, je pense aussi, à mon sens, à beaucoup d'avant-garde qui vont poursuivre ce mouvement de nihilisme actif, de contestation des vieilles normes, mais qui vont être dans l'incapacité existentielle d'en produire de nouvelles, en fait, de produire la nouvelle table de valeurs sur laquelle le futur doit s'implanter, et ce qui fait que nous arrivons presque un siècle, voire plus d'un siècle après cette énorme explosion de toutes les normes, règles dans tous les domaines, pas seulement de l'art, et nous voyons que les œuvres qui en résultent sont assez médiocres. On reconnaît un arbre à ses fruits et le fruit ne paraît pas très appétissant. C'est pour ça que moi j'ai un regard à la fois sympathique sur Cravant, mais aussi j'y vois aussi la tragédie en fait du siècle à venir, qu'il a incarné à sa façon, qu'il a annoncé à sa façon. Ce siècle de nihilisme et de destruction des normes et des règles. Certaines qu'il était bon et indispensable de contester et de détruire, mais qu'il a été assez délétère de ne pas remplacer, et pas forcément par des lubies anciennes, mais voilà, l'innovation aurait dû se concentrer là-dessus. Bertrand Lacarelle. Les mouvements sont beaux lorsqu'ils c'est beau de jeunesse. En se prolongeant, ils finissent par devenir des gestes de paralytiques, paralysés par leurs propres pensées. Ainsi du futurisme, du surréalisme, de l'international lettriste ou de l'international situationniste, mais pas de Dada, mort jeune et jamais enterré, comme Cravant. Le problème de ces mouvements révolutionnaires, c'est que leur postérité possède rarement leur science ou leur culture. L'art subversif devient l'art officiel. Les révolutions des avant-gardes accouchent d'une dictature artistique où la déviance est règle, ce qui est comique, le bizarre est classique, le pornographique grand public. L'obscène occupe le devant de la scène et tout le monde applaudit. Je ne vois de salut pour l'art, encore que son avenir m'indiffère totalement à vrai dire, que dans l'avènement d'une renaissance. Réagir, reconstruire, en intégrant dans les fondations ces imparables procédés antisismiques que sont la distance et l'humour. On m'opposera qu'il y a beaucoup d'humour dans l'art contemporain. Je crois qu'il s'agit plutôt de cynisme, faire croire que l'on a de l'humour tout en étant parfaitement sérieux et parfaitement intéressé,
et de pause. Il n'a pas le temps de ne pas avoir le temps d'ailleurs, puisque tu peux remarquer, il n'a pas le temps de ne pas avoir le temps en fait. C'est-à-dire qu'il faut qu'il bouge, en même temps il a du temps libre, comme tu le dis, d'un point de vue, on va dire, de professionnel. En même temps, par rapport à sa vie et son envie d'écrire, il n'a pas ce temps-là à perdre. Il faut qu'il écrive sans arrêt, il faut qu'il poursuive son œuvre. Donc c'est toujours un contre-la-montre. C'est aussi un personnage qui, comme on le découvre dans l'essai inachevé de Minaloy, est un personnage qui bringue énormément aussi. Il se présente, parmi les premières phrases qu'il va lui dire, c'est « j'ai fait 2 crises de délirium très minces ». Et on le voit d'ailleurs en fait c'est une amitié très étrange qui comme finit par les unir, parce que à chaque fois qu'ils se voient, c'est lui qui est à moitié qui est à moitié ivre, qui peut plus bouger et qui languit sur un canapé, et puis elle qui s'ennuie à côté en fait. Et c'est faut quand même avoir beaucoup de temps libre pour vivre sa vie de cette manière-là, et pour comme ça, et c'est aussi beaucoup de temps qui est assez stérile, et où justement et ils sont en fait des moments de solitude ou de solitude esquivée en fait. Il y a des paroles, il y a un groupe de musique que j'aime beaucoup qui est assez oublié d'ailleurs, qui s'appelle Comsat Angels, qui est un groupe anglais des années 80. Et ils ont des paroles qui sont très amusantes dans une chanson la plus connue qui est I can't relax because I haven't done a thing, and I can't do a thing because I can't relax. C'est exactement ça. Je peux pas me détendre parce que j'ai rien fait, et je peux rien faire parce que je peux pas me détendre. C'est exactement ça. Vraiment, on le sent vraiment piégé dans un petit peu dans cette spirale qui a dû être la spirale qui est revenue très souvent dans ses errances. Qui a été sa fatalité. Absolument. C'est d'ailleurs peut-être, je trouve, un des poèmes qui est le plus qui peut parler à plus de gens, au plus grand monde possible en fait, parce que ça on l'a tous vécu, c'est quelque chose de très très humain si j'ose dire, parce que autant partir en Amérique, tout ça, etc., d'accord, mais ça, ce sentiment-là d'avoir du temps de repos et on a une semaine de vacances, est-ce qu'on part en vacances, mais en même temps on ne pourra pas se reposer puisqu'il va falloir bouger, ou est-ce qu'on se repose et vraiment on se repose, mais on va se sentir coupable de pas être avancé. D'avoir mis ça à profit. Quoi. Voilà, de pas avoir mis ça à profit pour expérimenter ce qu'on pouvait pas faire quand on travaillait, tout ça. Et notamment les écrivains. S'ils se reposent, j'ai pas avancé dans mon œuvre, je me suis pas relu, j'ai pas corrigé ceci, cela. Et en même temps, il dit au bout d'un moment, il faut que je me repose parce que mon cerveau, machin, a besoin de repos. Même au niveau du corps, hein. Ça, c'est un truc que les écrivains, enfin peut-être même les créateurs en général, peut-être plus les écrivains qu'autre chose, vont se livrer. Là, on est contre lui-même, contre sa position d'écrivain, contre sa position d'être humain même en général. C'est un poème qui je trouve est très 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 proche de tout le monde en fait par rapport à... C'est très très personnel et à la fois très très universel. En tout cas sur le mode occidental en tout cas. Il y a un autre texte justement de lui qui est Oscar Wilde est vivant, dans lequel il parle de cette thématique-là. Il y a, je pense, une phrase qui résume pas mal de choses, que je m'en vais vous chercher, ayez patience. C'était la nuit du 23 mars 1913. Il pleuvait. 10 heures avaient déjà sonné. J'étais couché tout habillé sur mon lit, et je n'avais pas pris soin d'allumer la lampe, car ce soir-là, je m'étais senti lâche devant un si grand effort. Je m'ennuyais affreusement. Je me disais, « Ah, Paris, que je te porte de haine. Que fais-tu dans cette vie-là? C'est du propre. Sans doute penses-tu y réussir, mais il faut 20 ans pour le faire, mon pauvre, et si tu atteins la gloire, tu seras alors laid comme un homme. » Je ne comprendrai jamais comment Victor Hugo a pu 40 ans durant faire son métier. Toute la littérature, c'est ta-ta-ta-ta-ta-ta. L'art, ce que je m'en fiche de l'art, merde nom de Dieu. Je deviens terriblement grossier à ces moments-là. Et pourtant, je sens que je ne dépasse aucune limite, puisque j'étouffe encore. Malgré tout, j'aspire au succès, car je sens que je saurais drôlement m'en servir. Et je trouverais amusant d'être célèbre. Mais comment ferais-je pour me prendre au sérieux? Mais, nouvel embarras, je désire aussi la vie merveilleuse du raté. Et comme la tristesse en moi se mêle toujours à la plaisanterie, c'était des « oh là là » suivi aussitôt de « tralala ». Aussitôt de tralala. Et je pensais encore « je mange mon capital, ça va être gai ». Alors là, on est dans des dimensions oxymoriques et dans la dichotomie pure et simple en fait, de choses qui ne peuvent pas s'allier, mais qui doivent s'allier, et qui en même temps
Moi, la leçon obvie que j'en tire, c'est qu'on est dans une dimension aporétique assez, en tout cas assez puissante pour qu'on en écrive, pour que ça soit un moteur et même un sujet d'écriture en soi. Donc ça fasse partie de sa dimension poétique. Mais c'est peut-être aussi ce qui le caractérise le plus, c'est qu'à force d'essayer de tout faire, il ne peut plus faire grand-chose en fait. C'est un peu l'expression anglaise, anglo-saxonne, le master of none, c'est-à-dire qu'à faire un peu tout, il s'est spécialisé dans rien du tout. Moi, je veux bien qu'on soit très gentil avec Arthur Cravant, mais je pense pas qu'il soit spécialiste de quoi que ce soit en poésie, en tout cas. Mais c'est vrai on sent chez Cravant quelque chose d'inachevé, par définition. Et de regrettable sur le point. Et c'est regrettable que ce soit inachevé. Ou alors, il avait pris son parti. En tout cas, pour lui, c'est regrettable. Il avait pris son parti. Je ne veux pas devenir un artiste comme les artistes installés et assis de mon temps. Je veux être autre chose. Je veux être d'une autre manière, qu'importe comment cela s'appelle, mais on est malgré tout, en tout cas moi j'ai ce regard-là, je sens quand même quelque chose de regrettablement inachevé, de quelque chose qui est aussi pour moi symptomatique d'un certain malheur, d'une certaine incapacité. Je pense que dans l'incapacité à rester en place, il y a une souffrance qui s'exprime, un ennui qui n'est pas dompté. Heidegger disait que l'ennui, c'est la tonalité fondamentale de l'être humain et que l'ennui est quelque chose duquel il faut venir à bout si l'on veut parvenir à quoi que ce soit. Et il y a dans la fuite éperdue de l'ennui quelque chose qui est aussi une fuite de soi-même et une fuite de son propre accomplissement, des propres conditions de possibilité de son accomplissement et qui passe, à mon sens, par un certain enracinement, un certain sacrifice d'autres potentialités que l'on voudrait briguer, ce qui n'exclut pas du tout le fait que l'intuition qui consiste à se sentir en communion avec les éléments de la nature entière, en communion mystique et cosmique et chaotique, enfin, avec tout ce que ça implique, c'est même extrêmement fécond en poésie, c'est même l'essence même d'un certain lyrisme. Mais ce sacrifice des autres voies que l'on aurait briguées permet parfois, je pense, justement, de mieux approfondir ce qui n'est qu'esquissé. Parce qu'en fait, je ressens aussi que les choses sont exprimées, sont ressenties en une intuition fulgurante, à travers tout son sans doute géniale, mais ça n'en reste qu'à la surface et que ça manque d'approfondissement. Ce que des poètes plus classiques ou peut-être plus disciplinés ou plus enracinés parviennent à faire. Il faut conserver cette intuition de la multiplicité des possibles, de la multiplicité qu'on a en soi, mais il faut la travailler, il faut tailler sa pierre, comme on dit en franc-maçonnerie, c'est-à-dire que il faut à un moment s'astreindre à une forme et à une voie unique et qui implique des sacrifices, qui implique d'en sacrifier d'autres. Et ça, c'est là où je dis que c'est peut-être l'écueil qu'a rencontré Cravant, c'est dans cette incapacité à s'astreindre à une forme plus enracinée finalement. Ouais. À s'incarner réellement au prix de sacrifier quelques-uns des possibles au profit d'un vertige sans cesse continué et renouvelé, etc. Bertrand Lacarelle. Effet et cause du syndrome. Contradiction, sincérité, impression d'être unique issue du sentiment de multiplicité, sentiment évident de supériorité, amour du prochain, frustration, enthousiasme, humour, génie, nature, ubiquité, dromomanie, impossibilité d'être compris, sensibilité extrême, solitude extrême, simultanéité, impression d'être tous à tout moment et non la somme de tous, peur de manquer l'opportunité de vivre. La simultanéité est permise par la poésie, vrai pays des âmes. Nécessité de vivre dans un état poétique permanent qui est insurrection contre l'état civil. Poésie contre civilisation.
Moi, ce qui m'amuse chez Cravant en particulier, c'est que justement, on revient à cet aspect un peu bâclé qu'on voyait dans Paroles, mais qui en fait est présent dans un peu toute son œuvre, et que justement, on sent qu'il y a quelque chose de relativement volontaire dans l'aspect bâclé de l'essentiel de son œuvre, et qu'en fait son œuvre finit par devenir, en fait, transmettre à la fois simplement les idées, les phrases, les inspirations qu'il lui confère, mais aussi tout simplement l'empreinte de son chaos personnel, de son chaos d'enthousiasme, et de son passage tumultueux et turbulent, et qu'en fait c'est une partie de l'œuvre qui, la partie achevée, se lit dans les textes, et la partie inachevée se lit d'une certaine manière entre les lignes dans cette empreinte de chaos qui est présente en elle, et aussi dans les témoignages, et et surtout voilà, dans ses notes, dans ses quelques articles, dans ses poésies un peu inachevées, ses exercices poétiques, etc. Ça ajoute tout de même un charme intéressant de pouvoir, de savoir que l'œuvre est inachevée, mais d'en sentir tout le potentiel et finalement le fin mot comme en filigrane. Et comme entre les lignes, et comme dans travers les points de suspension et ce qui restait imprononcé, quoi. Mais c'est justement cet aspect très réel de son audace personnelle et de son chaos, etc., qui est aussi le fait qu'il ait jamais été capable de le quitter, et de le quitter pour trouver l'assiduité qui aurait pu faire de lui un auteur plus complet. C'est aussi ce qui rend des phrases comme certaines de ces phrases aussi puissantes qu'elles le sont en soi. Quand il dit « Je suis ici sur ce lit comme un fainéant, non point qu'il me déplaise d'être un terrible paresseux, mais je hais de rester longtemps comme ça, quand notre époque est la plus favorable aux trafiquants et aux filous, moi à qui il suffit d'un air de violon pour me donner la rage de vivre, moi qui pourrais me tuer de plaisir, mourir d'amour pour toutes les femmes, qui pleurent toutes les villes, je suis ici parce que la vie n'a pas de solution. » Et c'est ça, on est dans une situation aporétique totalement. Il n'y a plus de solution. Comment dire, que cette phrase soit accompagnée de la conviction qui l'a fait aller au bout au moins de sa démarche, même si sa démarche n'était peut-être pas littéraire jusqu'au bout. On peut regretter que la démarche n'ait pas été justement plus complète du point de vue littéraire, mais justement le fait que sa démarche, forte de cette conviction, soit allée jusqu'au bout d'elle-même, ça donne à ce genre de passage-là une force qui est toute particulière, quand même. Et je pense qu'il a pris conscience qu'il était comme ça et que ça changera pas, en fait, quoi qu'il en fasse. Si, oui. Il se sent vaincu. Il se sent vaincu par sa propre condition, et en même temps, il n'y a ni la volonté de changer, ni la volonté de pas changer, en fait. Il est vraiment coincé, pour le coup, et la seule solution à cette issue, c'est d'en écrire un poème. C'est de le dire, pour en tout cas peut-être un petit peu au moins atténuer la douleur. Alors la douleur de quoi? Je pense que c'est la douleur tout court, il n'arrive pas au moins à l'identifier, mais il y a une détresse là-dedans, on l'a vu, et c'est une prise de conscience, alors il faudrait savoir exactement quand il l'a écrit, mais c'est une prise de conscience peut-être un peu tardive, qu'il est foutu comme ça, en fait. Là on va reverser dans l'atavisme et même dans l'essentialisme, mais il est foutu comme ça et c'est impossible de le changer. C'est pas les expériences de la vie qui le changeront. Il est comme ça, s'il reste sur place, il sera insatisfait. S'il bouge, il restera insatisfait, mais il restera plus insatisfait en restant stable quand même. Pourtant, c'est ce qu'il cherche avec ça. D'une certaine manière, c'est ce qu'il cherche en donnant un certain crédit à l'amour vers la fin de sa vie. Il y a dans ces textes même et dans cette vie de Cravant cette impression de quelqu'un qui ne veut à aucun prix se laisser prendre, et brusquement à ce moment-là s'est certainement produit autre chose qui est un peu la magie d'une rencontre, celle de Minaloy. Brusquement apparaît un autre Cravant, un de ces multiples Cravants qui se sont fait jour. Et ce Cravant, ce n'est plus le Cravant qui joue, qui s'amuse. Il y a chez Cravant, et c'est une des choses extraordinaires, ce plaisir du jeu, ce plaisir de la provocation, ce plaisir du scandale. Et là, brusquement, c'est un autre Cravant. Un Cravant
qui parle à travers ce qu'il ressent, ce qu'il éprouve. Et ce qu'il éprouve, c'est très évidemment une passion dévorante pour cette poétesse rencontrée à New York. Mina de mon âme, je ne vais pas mieux. J'ai failli ne pas t'écrire aujourd'hui. Je suis comme l'homme qui va se noyer, il me semble inutile de me débattre. Si tu ne m'as pas télégraphié, fais-le tout de suite. Je le mérite au moins au nom de quelques minutes du passé. Mon corps est de plus en plus ébranlé et je vais tout le temps me répétant la phrase de Musset « L'âme avait brisé l'instrument ». Je vais peut-être durer encore un mois ou deux, mais je ne crois même pas que je puisse aller aussi longtemps. Je meurs pour toi. Je suis né trop tendre. Que n'as-tu compris plus tôt? Je crois que j'aurais pu te rendre toujours heureuse et que, malgré tout, je vaux un peu mieux que les autres. C'est ma faute. Je n'aurais jamais dû te quitter. Je suis atrocement puni. Laisse-moi te dire que je t'ai aimé trop fort, que l'homme, hélas, n'est pas organisé pour ces amours-là. Tu auras été mon seul amour, le reste n'est qu'amourette, et tu auras eu ma grande virginité. Je t'aime en ce moment d'une manière inimaginable, et comme ce n'est pas pratique, ça ne peut pas exister. J'ai voulu dépasser ma nature et tout de suite j'ai été puni. Je te salue comme la femme la plus près de l'ange que j'ai connue ou devinée, et je te demande pardon avec le repentir le plus chrétien de m'être si mal conduit, pris pour mon repos dans la tombe. Et ne rends pas mes os jaloux. Ma sœur, ma pauvre Mina, sois heureuse. Oh Mina, Mina, les mots sont si vieux. Tâche de m'aimer, songe à ta vieillesse. Le bonheur est tout près de toi. Tu ne m'as pas connu parce que tu as fait de l'ironie. Si tu avais eu une autre attitude, j'aurais pleuré tous les soirs en te quittant, car j'ai un tel fond de tendresse que je vais en mourir. Tu m'as forcé à me montrer comme les autres, et c'est ce que ma pensée ne peut pas souffrir. Je ne peux pas me défendre. Si j'étais près de toi, je verserais de tels torrents de larmes que tu serais bien obligé de prendre ma tête sur ton sein. Sois bonne, ô ma Mina. Tu m'as toujours dit que c'était la bonté qui nous identifiait à Dieu. Songe que je suis fou de douleur, comme toi et moi savons l'être, par privilège d'élu. Songe que je ne vivrai plus que pour toi si tu viens. Oh, viens ma chérie, rends-moi fou de joie, empêche-moi de dormir en pensant à ton arrivée. Viens, viens, viens. Nous arrangerons tout pour le reste de la vie. Jamais je ne te causerai une minute de peine. Tu es mon idéal absolu. Tu verras mes actes. Ne dis pas que ce ne sont que des promesses. Je te dis que je suis devenu un saint. Tu verras que je ne te mens pas parce que si tu ne viens pas, je vais t'offrir ma vie. Adieu Mina. Je t'envoie tout mon être. Je voudrais pouvoir te prendre la main et la garder dans la mienne pendant des heures comme au cinéma. Je t'adore, ange de mon cœur. Je t'envoie tous mes sanglots. Ah. Pour l'instant, je trouve que c'est peut-être un des poèmes les plus forts parce que c'est un des poèmes aussi où il se montre le plus en fait. Là, on est vraiment dans le dépouillement de son âme et on voit, c'est ce que tu avais dit avec le passage que tu as cité, c'est qu'il est en train vraiment de traficoter avec son corps et de se rendre compte de cette dimension totalement. Et c'est pour ça qu'il y a autant de questions et de questions sur lui-même en fait. Et il n'y a pas de réponse à ces questions. Il n'y a aucune réponse à ces questions-là. Et on est dans un... Il y a quand même une fin au poème, hein. Il arrive quand même à mettre une fin au poème et à le publier, ce qui veut dire qu'il y a quand même une issue qui est faite. Hein. Il faut quand même revenir dessus. Mais peut-être que c'est aussi désespéré. Hein. Peut-être que c'est aussi une fin désespérée. Je n'arrive pas à écrire la fin, donc je la mets quand même au cas où. Mais c'est intéressant parce que c'est la fin inverse et opposée de celle de Parole. Parole se termine aussi dans son lit, mais cette fois-ci avec une sorte de résignation et de presque de mystique justement d'un au-delà un peu vague qui vient le consoler de tout ce qu'il a, qui devient de consoler tous ses regrets. Bah là justement c'est la consolation inverse de celle de tout ce qui est possible et tout ce qui peut redevenir possible avec le lever du jour. On sent que dans une très grande partie du poème des Paroles, il est dominé par justement la nécessité et par ce que le monde lui impose en vérité. Il est dominé par ce qui
le besoin de gagner son pain quotidien, justement le besoin de faire avec les connaissances qui nous méprisent et qui sont aussi indignes de nous qu'on est indignes du Seigneur, et que justement alors que justement là, dans l'abri de sa chambre, c'est lui qui est roi de toutes les réalités qu'il peut reprocher, de tous ces fantasmes, et justement c'est finalement dans l'inaction le plus totale qu'il peut se déployer le plus. Mais il en est insatisfait malgré tout. Il en est insatisfait malgré tout, mais justement, ça, c'est terrible. Mais tout est inversé justement d'un poème à l'autre. Ça, en tout cas, on peut, je pense, tirer ça du poème, c'est qu'on est dans une situation effectivement qui est terrible. Là, pour le coup, c'est... Il y a une impasse, en fait. Et voilà, c'est ça, il y a une impasse. Et c'est d'autant plus terrible que l'impasse, pour le coup, on ne peut pas passer par-dessus, ni en dessous, ni à côté, ni quoi que ce soit. C'est insoluble, là, pour le coup, et on ne peut rien faire. Et il essaye, par la poésie, peut-être que la douleur s'atténue, que c'est un bon antidouleur, mais... Je pense qu'il y a, comme dans le passage que j'avais dit sur son désir d'avoir la vie merveilleuse des ratés, de cette manière, celui qui travaille le plus dans ces inspirations-là, de cette manière, travaille trop pour jouir de la vie autant que Cravant a l'air de le vouloir. Oui, mais il est trop réussi pour être un raté, mais il est un peu raté par rapport c'est un peu un raté par rapport aux modèles, des modèles qu'il a pu admirer dans sa... C'est une phrase de Dupieux qui est bien, c'est qu'il y a toujours quelque chose d'admirable chez ce qui est boiteux, en fait. Là-dedans, chez le raté, il y a une non-conformité à une forme on pourrait dire de bourgeoisie pour aller plus loin, mais on va dire au moins de société auquel il veut pas. Le raté est forcément en marge, en fait. Le raté est forcément en marge, ce qui le rend, de manière apodictique, totalement merveilleux, en fait. Puisqu'il est en dehors, en fait, au sens étymologique, merveilleux. Il est en dehors, forcément, de la norme. Et c'est pour ça, je pense que il se considère un peu comme un raté par rapport à son impossibilité. Est-ce qu'elle est voulue, regrettée? Ça, c'est encore un autre sujet. À se conformer, en tout cas, d'une certaine façon, par rapport à la société. Il n'est jamais resté au même endroit, si c'est pour une raison bien précise quand même. Son envie de voyager, sans doute, mais c'est pas quelqu'un qui est rattaché particulièrement à Lausanne, alors qu'il est né, pas forcément à Londres, pas forcément à Paris où il a un petit peu vécu. Il ne s'attache pas plus que ça, il n'a pas ses racines comparées à un Marcel Pagnol, un Mirbeau, un Baudelaire, qui va vivre quand même au bord de la mer en Normandie pour retourner dans justement la ville qu'il fait tant souffrir, et il le dit lui-même. Il est une sorte d'inadapté constant. C'est ça qui, je pense, qu'il essaie de dire quand il parle de raté, justement. C'est cette impossibilité parce que des ratés ou des gens qui n'arrivent pas à s'adapter, mais qui restent quand même ancrés dans leur milieu naturel, on va dire, de là où ils viennent, ou qui se sentent bien que chez eux, etc., etc. Il y en a plein. Lui, il se sent bien près de nulle part. Et en ça, c'est un raté merveilleux, et même un raté parfait, dans le sens où il n'y a aucun endroit particulier, où il a sans cesse besoin d'être dans ce mouvement. Il est d'autant plus raté doublement du fait que ça ne le satisfait même pas, en fait, d'être tout le temps en mouvement. Donc c'est peut-être le choix du moindre mal, hein, bien sûr, d'être en mouvement. Mais on s'arrête pas de marcher, j'ai l'impression, sur ce terrain très 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 brûlant et qui ne va jamais se refroidir, en fait. Là, c'est la prise de conscience que quoi qu'il fasse, ça ne fonctionnera pas. Donc il faut écrire, certes ça marche, mais ça ne fonctionne pas, parce que même pour lui, écrire ne veut pas tout dire. On peut pas passer sa vie que à écrire, que à être un artiste, par rapport à d'autres qui l'ont précédé, qui ont prétendu le contraire. Lui, il faut qu'il bouge, et en même temps, bouger l'empêche de se reposer, ce qui pourrait lui permettre de mieux bouger peut-être, mais en tout cas, le problème restera insoluble, quoi. Justement, moi, l'impression que j'en ai, c'est que la meilleure, en tout cas, la meilleure réponse qu'il puisse formuler à tout ce dilemme de la multiplicité et la pluralité stérile, c'est finalement ce qui finit par esquisser dans Poète et Boxeur, en fait. Et c'est finalement, parce qu'en plus, ce qu'il faut rappeler, c'est que entre chaque numéro de Maintenant, il y a un an. Il publie qu'un seul numéro de la revue par an, et qu'en plus, il annonce le prosopoème déjà dans le numéro 3. Il annonce dans Oscar Wilde est vivant, et c'est seulement justement dans le dernier numéro de la revue qu'il finit par le déployer. Et c'est intéressant parce que justement,
c'est là qu'il essaye de se libérer dans toute sa splendeur et qu'il essaye justement de donner un exemple de ce que ce serait qu'une action ou une sorte de bref continuum où toutes ces possibilités seraient synthétisées en tout cas en un seul déploiement de soi. Et je pense que justement il y avait vraiment une recherche presque un peu métaphysique ou même phénoménologique d'un déploiement qui puisse ne pas décevoir la richesse de la projection et du fantasme.